Bienvenue à cette nouvelle session de webinaire et merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette session qui est dédiée aux salariés et aux employeurs des structures situées dans les DROM. C'est la troisième session que nous organisons afin de présenter les dispositifs de financement de la formation professionnelle en 2026. Un petit mot tout d'abord concernant le fonctionnement du webinaire. Vous êtes donc sur la plateforme GoToWebinar. Nous sommes une partie de l'équipe du service technique de la CPNEF. On se présentera juste après. Vous avez la possibilité de poser vos questions via l'onglet « Questions » en haut de votre écran, dans la petite bulle rectangulaire avec un petit point d'interrogation. N'hésitez pas à nous écrire vos questions, nous y répondrons au fil du webinaire. Également, je vous informe que ce webinaire est enregistré et le replay sera disponible sur le site internet de la branche, rubrique Emploi et formation, nos communications et outils. Je me présente, donc je suis Anna-Laura Gavina, chargée de communication et emploi formation. Également, nous avons autour de la table Sébastien Riquelme, responsable du pôle CPNEF et Observatoire. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Et Laurie Brunoir, assistante administrative. Bonjour tout le monde. Un petit rappel, ou comme je vous l'ai dit en tout début de session, donc il s'agit du troisième webinaire que nous organisons. Celui-ci vous est dédié à vous, salariés et employeurs des structures des DROM. Également, si vous le souhaitez, vous pouvez visionner les replays des précédents webinaires qui sont déjà disponibles sur le site de la branche. Donc, le premier webinaire était à destination des employeurs et le second des salariés. Un petit mot pour vous dire également qu'il existe des supports d'information concernant les financements 2026. Vous avez reçu en pièce jointe à ce webinaire le tableau des règles 2026 qui est également disponible sur le site de la branche, toujours rubrique emploi et formation. Les brochures sont en cours de finalisation et seront très prochainement publiées toujours sur le site de la branche. Parcourons l'ordre du jour. Donc, nous allons vous diffuser un petit message de la présidence de la CPNEF à l'ISFA. Ensuite, Sébastien vous présentera la branche à l'ISFA, suivi des dispositifs qui sont à mobiliser auprès de l'OPCO Uniformation, puis des dispositifs à mobiliser directement auprès de la CPNEF, et enfin, un point sur les autres dispositifs qui sont eux hors OPCO. Sébastien terminera en vous présentant les ressources et les outils qui sont disponibles. Commençons donc par un petit message de la présidence de la CPNEF à l'ISFA. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce cycle de webinaires dédié aux dispositifs de formation en 2026 à destination des salariés et des employeurs de la branche. Avant toute chose, on se présente, je suis Isabelle Duchesne, administratrice ELISFA et présidente de la CPNEF. Michel Poulet, je suis secrétaire fédéral à la Fédération nationale de l'action sociale Force ouvrière et je suis vice-président de la CPNEF. Avant de rentrer dans le détail des dispositifs, un petit point sur l'actualité emploi-formation. Alors, pour commencer, un mot sur le paritarisme. La CPNEF est une instance paritaire, c'est-à-dire réunissant les syndicats de salariés et l'organisation employeur. La présidence de la CPNEF est à cette image. Sur le contexte général, de gouvernement en gouvernement, l'austérité budgétaire se poursuit, se répand et s'amplifie. La situation concernant la formation professionnelle n'y échappe pas. Les attaques contre les OPCO, comme Uniformation, en témoignent. OPCO à qui le gouvernement demande des économies drastiques qui pourraient engendrer une vague de licenciements. L'année écoulée a donc été marquée par de fortes contraintes, tant budgétaires que réglementaires. Pour autant, paritairement, nous avons su maintenir une dynamique positive. En 2025, les résultats sont là et témoignent de l'engagement des interlocuteurs sociaux et de la pertinence des orientations portées par la CPNEF. Un chiffre permet de mesurer concrètement cette action. En 2025, plus de 42 000 stagiaires ont été formés sur les fonds conventionnels, contre environ 37 000 en 2024, soit une progression significative. Pour les changements attendus en 2026, je laisse Isabelle prendre la suite. Concrètement, cette austérité décrite par Michel a des conséquences sur nos dispositifs en 2026. La première conséquence, c'est que grâce à nos dispositifs conventionnels, nous maintenons l'ensemble de nos enveloppes, mais dans des contraintes budgétaires, donc dans une enveloppe contrainte. La deuxième conséquence, c'est sur le financement de toutes les formations certifiantes et diplômantes. Nous vous l'avions dit, en 2020,
25, en novembre, dans la newsletter, nous avions donc le dispositif PROA qui a disparu et qui a été remplacé par la période de reconversion. Deux incertitudes sur cette période de reconversion. C'est sur les moyens alloués à une formation pour la financer, et donc les moyens que nous allons avoir au niveau de la branche pour la mettre en place. Et la deuxième grosse incertitude, c'est que nous sommes toujours en attente des décrets d'application, et donc nous ne pouvons pas mener des négociations au niveau de la branche. C'est pour cela que nous avons mis en place une période, un dispositif transitoire du 1er janvier au 30 juin. Tout cela va vous être expliqué par l'ensemble des services techniques de la CPNEF, Sébastien, Corinne, Anna-Laura, Laurie, Pascal et Rendor. Et maintenant, c'est à vous. Merci beaucoup Anna-Laura pour ton introduction et merci à la présidence de ce mot. Au final, nous serons 3 aujourd'hui pour vous parler, comme on vous l'a dit en introduction, donc Anna-Laura, Laurie et moi-même. Et pour commencer, puisque nous avons qu'1 heure et il nous reste déjà que 53 minutes, je vous propose de parler très rapidement de la branche. On va essayer d'aller d'ailleurs assez vite sur l'ensemble des diapositives. Et évidemment, si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à nous les poser et on pourra approfondir certains points s'il y a des interrogations spécifiques. Et donc, comme je le disais, un petit mot de présentation de notre branche professionnelle, la branche ALISFA, les acteurs du lien social et familial. Une branche qui regroupe les centres sociaux et socioculturels, les établissements d'accueil de jeunes enfants, les associations de développement social local, les espaces de vie sociale et les fédérations. Au total, dans la branche, nous dénombrons 5438 établissements et pour ce webinaire à destination des territoires ultramarins, on a repris le nombre d'établissements que l'on retrouve en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Mayotte et à La Réunion. Alors à Mayotte, il n'y a pas de structure adhérente à Uniformation, mais voilà, vous avez la répartition du nombre de structures qu'on retrouve. Que dire? Au sein de toutes ces structures, eh ben, on va retrouver à chaque fois des employeurs et des salariés, et ces employeurs et ces salariés, ils sont représentés par des organisations. Les employeurs sont représentés par ELISFA, les employeurs du lien social et familial, qui est la seule organisation qui représente les employeurs dans la branche. Et les salariés, eux, sont représentés par les organisations syndicales de salariés. Elles sont au nombre de 3 dans notre branche, la CFDT Santé Sociaux, l'USPAOC-CGT et la FNACEFO. Et donc, ces organisations qui représentent employeurs et salariés, elles négocient au sein d'instances paritaires dans le cadre du paritarisme. Michel en a parlé en introduction. Instance paritaire au nombre de 3 dans notre branche, la CPPNI, Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation qui négocie la convention collective et tous ses avenants, la CPNEF, Commission paritaire nationale emploi-formation qui pilote la politique emploi-formation et qu'on représente Laurie, Anna-Laura et moi-même aujourd'hui, et la CPSP, Commission paritaire santé-prévoyance qui pilote le régime de complémentaire santé et de prévoyance. Voilà, après ce bref mot introductif, je vous propose de rentrer tout de suite dans le cœur de notre sujet du jour, c'est-à-dire les dispositifs de financement 2026. Et pour avoir une présentation plus claire, on va d'abord parler des dispositifs qui sont à mobiliser auprès de notre OPCO, opérateur de compétences. Notre OPCO dans la branche, il s'agit d'Uniformation que vous devez bien connaître a priori. Parmi ces dispositifs à mobiliser auprès de l'OPCO, on va avoir un premier besoin, ça va être celui de faire partir des salariés sur des formations de courte durée, des formations généralement à visée professionnalisante afin de renforcer les compétences du salarié ou d'en acquérir de nouvelles. Et donc, pour ces formations courtes, si vous souhaitez envoyer uniquement des salariés de votre structure, on peut analyser 2 grands dispositifs, à commencer par le catalogue transversal d'Uniformation,
qui est une offre clé en main mise en place par Uniformation, qui est disponible sur leur site internet. Et donc, il suffit de se rendre sur la page du catalogue Uniformation et de s'inscrire à des sessions de formation. Il y a toute une offre de formation avec des formations à la fois en présentiel et d'autres à distance. Les bénéficiaires de ce catalogue, ce sont uniquement les structures de moins de 50 salariés. Alors pourquoi? Parce que ce sont une typologie de fonds de financement spécifiques qui financent ce catalogue, ce sont les fonds légaux. Et la loi définit que ces fonds ne peuvent financer que le plan de développement des compétences des structures de moins de 50 salariés. C'est donc la loi qui s'impose. Ce n'est pas un choix d'Uniformation de ne réserver ce catalogue qu'aux structures de moins de 50 salariés. Ce catalogue, il permet que les coûts pédagogiques soient pris en charge, également les repas du midi. Comme je l'ai dit, on est vraiment sur une offre clé en main, il suffit de s'inscrire, vous n'avez rien à débourser. Il faut s'inscrire à des sessions qui sont déjà programmées. Il y a la possibilité, en plus, d'assurer des prises en charge, des frais annexes pour se rendre à cette action. Voilà, se rendre à ces actions, ça peut parfois être compliqué parce que l'offre peut être lointaine et donc il est possible, via une DAF frais annexes, d'assurer la prise en charge des frais d'hébergement, de déplacement et de restauration. C'est une DAF à faire spécifiquement en plus de l'inscription au catalogue. Ce catalogue pour 2026, il sera publié aux alentours du mois d'avril. Pour le moment, il n'est pas encore disponible en ligne, donc il faut encore un petit peu attendre. Les choses prennent du temps pour se mettre en place, mais on vous a repris quelques exemples de formations proposées au catalogue 2025. Vous pouvez encore le consulter au format PDF si vous voulez voir le détail de toutes les formations. Mais on voit en tout cas qu'on a une offre diversifiée avec des formations à la fois sur les cœurs de métier, l'accueil des publics, etc., sur des formations plus consacrées à la gestion, à la communication, au RH, au management. Donc, on a beaucoup de besoins en compétences qui peuvent trouver une réponse à travers ce catalogue. Et c'est donc utile de le consulter dès lors que vous identifiez un besoin dans votre structure. Autre dispositif, et celui-là, c'est le dispositif le plus utilisé dans notre branche, également le plus connu dans notre branche. On a procédé à une mesure récemment qui l'a confirmé. Les DAF, c'est très connu des structures de la branche. Et donc, voilà, les DAF, les demandes d'aide financière. Et donc, il s'agit de toutes les demandes de financement que vous pouvez adresser à l'OPCO pour toutes les formations que vous êtes amenés à organiser pour les salariés de vos structures. Les bénéficiaires, c'est toutes les structures de la branche. Là, il n'y a pas de critères de taille. Et nous retrouvons deux grandes modalités de prise en charge selon le nombre de stagiaires que vous allez faire partir en formation. Et donc, on n'a pas les mêmes règles si vous envoyez entre 1 et 4 stagiaires en formation, notamment en termes de plafond, en termes de prise en charge, avec une prise en charge qui sera plafonnée selon un coût horaire dans ce cas de figure-là. Et puis, les règles, du coup, sont différentes si vous envoyez 5 stagiaires et plus de votre structure sur une action. Là, on va avoir un plafond selon un coût jour et on a également un plafond global par dossier qui est supérieur puisqu'il est de 8 000 € sur les DAF pour 5 stagiaires et plus. Les frais annexes sont pris en charge à travers ce dispositif et les frais de rémunération peuvent également l'être, mais uniquement pour les structures de moins de 11 salariés et avec une obligation de remplacement. À ce niveau-là, on peut déjà faire un petit focus spécifique sur les départements et régions d'outre-mer parce qu'il y a des règles spécifiques qui s'appliquent pour vous. Et en l'occurrence, 2 règles spécifiques. La première, la possibilité de prise en charge des frais annexes des formateurs qui se déplacent sur place. Car en effet, c'est des choses qui nous sont remontées au fil de temps, le fait qu'on mettait en place des dispositifs, mais qu'il n'y avait pas forcément l'offre de formation qui permettait d'envoyer des salariés en formation sur le territoire et que parfois il fallait se déplacer jusque en territoire hexagonal pour aller sur une session de formation où il fallait que le formateur se rende dans les territoires ultramarins. C'est pourquoi, via les DAF, la CPNUF a permis le fait que soient pris en charge les frais annexes des formateurs. Donc, un formateur qui se déplace dans les départements et régions d'outre-mer pourra avoir ses frais de déplacement qui seront pris en charge, donc le transport, l'hébergement et la restauration sur place, afin de faciliter l'organisation de sessions de formation. Deuxième critère, si
le fait que le formateur se rende sur le territoire ou que les stagiaires se rendent dans l'Hexagone pour suivre une formation, on a des possibilités également de dérogation au plafond. Donc le plafond de 5 000 € par dossier pour les actions concernant 1 à 4 stagiaires et le plafond de 8 000 € pour les actions qui concernent 5 stagiaires et plus. Donc voilà, il y a ces 2 dérogations et la logique est toujours la même, c'est d'encourager au maximum l'accès à la formation, y compris sur des territoires où parfois l'offre de formation n'est pas toujours optimale, en tout cas ne couvre pas tous les besoins des salariés de nos secteurs d'activité. Un dernier mot sur les DAF, et c'est un mot d'importance puisque sur les DAF, ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre de DAF auxquels vous pouvez prétendre sur l'année n'est pas illimité. Au contraire, il y a un plafond qui s'applique, un plafond qui va dépendre de la taille salariale de votre structure, taille salariale qui est décomptée selon le décompte effectif moyen annuel, qui est une donnée issue de la DSN, la déclaration sociale nominative. Donc, on a mis le lien URL dans le support qui vous est envoyé. Vous pouvez cliquer pour consulter les règles spécifiques de calcul pour ce décompte. Et si vous avez un doute, n'hésitez pas à consulter votre conseiller Uniformation qui pourra vous dire à quelle tranche salariale vous appartenez dans la typologie utilisée par Uniformation. En tout cas, ces plafonds, ils sont de 7 DAF maximum finançables par an pour les structures de moins de 11 salariés, de 10 DAF maximum par an pour les structures de 11 à 49 salariés et de 25 DAF par an pour les structures de 50 salariés et plus. Voilà, on a fait le tour sur le catalogue, sur les DAF. On a donc parlé de ces dispositifs qui vous permettent d'envoyer des salariés en formation sur des formations plutôt courtes et avec l'idée d'envoyer uniquement des salariés qui travaillent et qui sont salariés de votre structure. Et on va maintenant parler d'un autre dispositif qui, lui, permet toujours de faire partir des salariés sur des formations courtes, mais cette fois-ci en intégrant d'autres salariés issus d'autres structures du territoire. Donc, il s'agit des ACT, les actions collectives territoriales. Alors, un mot d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, tout ce qui est de l'ordre du catalogue Uniformation n'est pas comptabilisé dans le nombre de DAF par an. Et c'est également le cas pour les ACT dont on parle maintenant. Et d'ailleurs, tous les autres dispositifs dont on va parler ne sont pas comptabilisés dans les calculs des DAF, demandes d'aide financière, donc on a évoqué juste avant. Sur les ACT, donc actions collectives territoriales, c'est un mode de financement destiné aux projets de formation qui réunissent au minimum 2 structures et 5 stagiaires. Donc ça, c'est les 2 impératifs. Il faut au moins réunir 2 structures différentes et 5 stagiaires. À travers ce dispositif, on a une prise en charge des coûts pédagogiques avec un plafond maximum de 1 800 € par jour de formation. On a les frais annexes également qui sont pris en charge, donc hébergement, restauration, déplacement, avec les barèmes Uniformation qui sont utilisés. Et puis, il y a une petite chose à avoir en tête, c'est que pour toutes les demandes dont le montant va dépasser 20 000 €, on peut avoir des dossiers, on a beaucoup de salariés, on peut avoir des formations un petit peu plus longues, on peut avoir des frais annexes un peu plus importants. Et donc, on peut avoir des demandes, des dossiers dont le montant dépasse 20 000 €. Dans ce cas-là, ces demandes, ils sont instruits par le CTP, Comité technique paritaire, qui est un groupe de travail de la CPNEF et qui va instruire ce dossier et qui va donner une décision quant au financement. Est-ce qu'il est accordé à 100%? Est-ce que seulement une partie du dossier est financée? Et donc, dans ce cas-là, il y a une procédure spécifique à respecter qui impose d'adresser la demande à l'OPCO 2 mois avant le CTP. On a mis les dates du CTP, pareil, c'est cliquable, vous pourrez consulter le site pour voir les dates du CTP. Et en tout cas, pour ces gros dossiers, il est demandé de bien anticiper l'envoi de la demande. Un autre mot sur le fait que actuellement, il y a une nouvelle procédure qui est en cours de mise en place au sein de l'OPCO, procédure administrative pour porter l'ACT. Donc, si vous avez l'habitude de ce genre d'action, rapprochez-vous de votre conseiller Uniformation pour qu'il puisse
vous orienter et vous guider dans cette nouvelle procédure. Normalement, tout sera mis en place d'ici au 1er février, donc ça ne va pas tarder. Et un dernier mot sur les ACT, puisque à nouveau, il y a une spécificité pour les départements et régions d'outre-mer. Et en l'occurrence, il y a 2 spécificités. La première, c'est comme sur les DAF, il est possible de prendre en charge sur dispositif les frais annexes des formateurs, puisque juste avant, on disait les frais annexes sont pris en charge, on parle bien des frais annexes des salariés qui participent à l'action. Pour les départements et régions d'outre-mer, les frais annexes des formateurs peuvent être intégrés au dossier pour une prise en charge. Si la formation n'existe pas sur le territoire, le formateur se déplace et donc ces coûts d'hébergement, de restauration et de déplacement peuvent être intégrés au dossier pour faciliter l'organisation des formations. Et deuxième spécificité, le fait qu'on puisse avoir une prise en charge des frais annexes et uniquement des frais annexes sur les ACT. Là, c'est vraiment quelque chose qui est réservé uniquement au territoire ultramarin, puisque on peut avoir des cas de figure où les coûts pédagogiques sont pris en charge par un autre financeur, notamment des collectivités qui vont prendre en charge le coût pédagogique d'une action. Et donc, il y a une dérogation pour les territoires ultramarins. Normalement, dans le cadre d'une ACT, pour qu'il y ait prise en charge des frais annexes, il faut qu'il y ait des coûts pédagogiques associés, il faut qu'il y ait un financement pour une formation auquel soient associés des frais annexes. Et pour les territoires ultramarins, une exception, on peut faire un dossier uniquement pour de la prise en charge de frais annexes si les coûts pédagogiques sont pris en charge par ailleurs par un autre dispositif qui ne transite pas par l'OPCO. Donc ça, c'est bon à savoir. Et tout ça est évidemment fait et pensé par la CPNUF pour toujours inciter les pratiques formatives et voilà, les dynamiser dans les territoires ultramarins. Alors, un premier temps de questions-réponses. Et Anna-Laura, je ne sais pas si on a des premières questions. Oui. Tout d'abord, une question liée au DAF. Je n'avais pas utilisé toutes mes DAF en 2025. Sont-elles reportées en 2026? Alors non. La DAF, donc il y a une possibilité de prise en charge sur une année civile et les compteurs repartent à zéro, entre guillemets, l'année d'après. Donc non, il n'y a pas de report de DAF d'une année à une autre. Merci Sébastien. Autre question, toujours concernant les DAF et plus particulièrement les frais annexes. Les frais annexes des participants liés à la restauration sont-ils les mêmes dans les DROM? En effet, le coût de la vie est élevé. Alors, les barèmes, effectivement, sont ceux appliqués par Uniformation, donc sont les mêmes. Maintenant, alors ça va être aussi un cas de figure intéressant. Sur ces problématiques-là, n'hésitez pas effectivement à les faire remonter, que nous, on puisse se les noter. Et si un jour, il y a des blocages sur un dossier qui font qu'il y a un projet de formation qui peut être remis en cause parce qu'il y aurait des frais qui sont plus importants que ceux que l'on peut prendre en charge dans le cadre de nos financements, n'hésitez pas à soulever la problématique auprès du conseiller Uniformation qui, lui, relaiera à Uniformation, à notre interlocuteur national que nous avons au niveau d'Uniformation. C'est comme ça en fait que les aménagements que l'on peut connaître sur nos dispositifs se mettent en place parce qu'il y a des cas pratiques qui se posent. On identifie un blocage, on voit que là, il y a cette problématique-là qui fait que ça bloque l'accès à la formation et la CPNEF, du coup, se positionne pour dire, oui, cette règle-là, c'est possible d'y déroger sur les territoires ultramarins, cette règle-là, non, enfin bref. Donc, n'hésitez surtout pas à faire remonter s'il y a des blocages sur les prises en charge. Merci Sébastien. Autre question, les séminaires sont-ils comptabilisés comme des ACT? Alors, les séminaires, on va en parler juste après dans les dispositifs qui sont financés en direct par la CPNEF. Et donc, c'est un dispositif très spécifique. En tout cas, pour avoir une réponse plus claire, le fait de s'inscrire à un webinaire et de faire financer ces frais d'inscription ne pourra pas se faire via une ACT.
d'ailleurs, ne pourra pas se faire à travers tous les dispositifs de l'OPCO. L'OPCO ne considère pas la participation à un séminaire comme relevant de la formation professionnelle et donc ne finance pas la participation à ces actions-là. Par contre, voilà, je l'ai dit juste avant, on en reparlera dans le cadre des dispositifs à mobiliser directement auprès de la CPNEF parce que l'OPCO ne finançant pas, la CPNEF a mis en place des dispositifs spécifiques sur la question. Merci Sébastien, c'est tout pour le moment. Merci beaucoup. On va pouvoir enchaîner avec la deuxième partie sur les dispositifs certifiants. On reste encore une fois sur les dispositifs à solliciter auprès de l'OPCO, mais là, on va être dans une perspective de formation beaucoup plus longue. Ce qui est l'idée, ça va être d'obtenir, pour un salarié, d'obtenir une nouvelle certification, un nouveau diplôme, et donc on va avoir des formations qui sont nettement plus longues. Ici, on a 3 dispositifs qui sont ciblés, la période de reconversion, la DAF certifiante et la VAE. La période de reconversion, c'est un peu spécial puisqu'elle vient remplacer la PROA que vous connaissez peut-être, et la PROA qui n'existe plus depuis le début de ce mois, au 1er janvier 2026. La PROA a disparu, ça a été mentionné par Isabelle dans son introduction. Et donc, on va pouvoir dire un mot sur la période de reconversion. Alors, on ne va pas avoir le temps de vraiment rentrer dans le détail, mais ce qu'on peut dire pour aller vite sur la période de reconversion, c'est déjà que c'est le dispositif qui remplace la PROA. Donc, à retenir, c'est que la PROA n'existe plus. Maintenant, on parlera de période de reconversion. La période de reconversion, elle est née de la loi du 24 octobre 2025 pour une mise en œuvre au 1er janvier 2026. Des délais compliqués et en l'occurrence même impossibles, puisque ce qu'on peut retenir, c'est que la période de reconversion, aujourd'hui, elle n'est pas opérationnelle. Vous ne pouvez pas déposer de dossier de période de reconversion. Ça viendra au cours de l'année, quand on ne peut pas savoir, mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Et ce qu'on sait au sujet de la période de reconversion, il y a encore beaucoup d'incertitudes, mais il y a des choses qu'on sait. On sait que c'est un dispositif qui est ouvert à tous les salariés en vue d'une mobilité interne ou externe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La mobilité interne, ça va être quand le salarié il va suivre une formation pour obtenir une nouvelle certification, mais qu'il va rester dans sa structure. Donc là, dans ce cas-là, son contrat de travail est maintenu, sa rémunération est maintenue, le salarié suit sa formation. Au terme de sa formation, il obtiendra normalement son diplôme, sa certification. Et donc là, on est sur quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qu'était la PROA. La mobilité peut également être externe et dans ce cas, le salarié va changer de structure. Il va signer un CDD supérieur à 6 mois ou un CDI dans une autre structure. Il suivra sa formation dans son autre structure. Il sera salarié de l'autre structure et son contrat dans sa structure d'origine sera suspendu. Il prendra même fin si le salarié valide sa période d'essai dans sa nouvelle structure. Ça, c'est une première chose qu'on sait. Deuxième chose qu'on sait, c'est que ce qui sera finançable via ce dispositif, ça sera toutes les formations inscrites au RNCP, donc le répertoire national des certifications professionnelles. Et une nouveauté par rapport à la PROA, c'est qu'on pourra financer uniquement certains blocs de compétences. Toutes les certifications sont divisées en blocs de compétences et à travers ce dispositif, il sera possible de valider uniquement un ou plusieurs blocs de compétences d'une certification. Ce qu'on sait également, c'est que pour financer ce dispositif, il y aura la possibilité désormais de mobiliser le CPF du salarié. Le salarié pourra participer au financement de l'action de formation en mobilisant son CPF. Il pourra mobiliser 50% au maximum de ses droits s'il s'agit d'une mobilité interne, si le salarié reste dans sa structure, et il pourra mobiliser 100% si le salarié va dans une autre structure, dans le cadre d'une mobilité externe. Ça, c'est les choses qu'on sait. Là, il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur des niveaux de prise en charge. Par exemple, il y a beaucoup de choses qui doivent être fixées par décret. Le décret, c'est le gouvernement qui doit les publier et malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Donc, ce qu'on attend maintenant, nous, pour que ce dispositif il voit vraiment le jour et pour que vous puissiez déposer les dossiers, c'est d'abord que le gouvernement il publie les décrets d'application. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ensuite, l'OPCO va devoir s'attacher à mettre en œuvre ce dispositif.
Et c'est parfois complexe parce qu'il y a des subtilités dans ce dispositif qui font que pour les OPCO, en termes de gestion administrative, on est face à de la complexité. Par exemple, le fait de mobiliser le CPF, c'est quelque chose qui est géré par la Caisse des dépôts et consignations, c'est pas géré par les OPCO. Et donc, il va falloir qu'ils trouvent un langage commun pour réussir à mettre en place des cofinancements. Et c'est pas des choses si simples dans les faits à mettre en place. Donc, il y aura tout ce travail à mener par les OPCO. Et ensuite, il y aura un travail au sein de notre branche, chez nous, à mener. La CPPNI, dont on a parlé au début, devra négocier un accord pour définir quel cadre réglementaire va s'appliquer pour mettre en œuvre le dispositif chez nous. Et la CPNEF va travailler aux moyens à mettre en œuvre pour éventuellement cofinancer ce dispositif via nos fonds. Donc, il y a encore pas mal d'étapes avant que le dispositif, déjà, il puisse être mobilisé par vous. Et pour que le dispositif, derrière, il puisse être affiné, peaufiné et mis en conformité avec le cadre de la branche. C'est pourquoi la CPNEF a mis en place un dispositif transitoire. Donc, le dispositif, en attendant que, et en l'occurrence, en attendant que la période de reconversion se mette en place. Ce dispositif transitoire, c'est la DAF formation certifiante, qui pour l'instant est ouvert uniquement sur le premier semestre 2026 et qui a vocation à financer des actions de formation donc certifiantes, actions de formation enregistrées au RNCP ou au répertoire spécifique, actions de formation d'un minimum de 70 heures. Ça, c'est la base. Il faut que l'action de formation dure au minimum 70 heures et seront financées uniquement pour l'instant, les actions qui commenceront entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2026. On est sur un dispositif transitoire. On attend que la période de reconversion se mette en place et donc on met en place ce dispositif en espérant que dans les semaines à venir, on y voit plus clair et qu'on puisse avoir quelque chose qui fonctionne du côté de la période de reconversion et qui puisse se greffer à nos financements actuels. En termes de prise en charge sur cette DAF formation certifiante, la CPNEF a souhaité que soient pris en charge les coûts pédagogiques de l'action sans plafond, c'est-à-dire que voilà, il n'y aura pas de montant sur les DAF, on a un maximum à 5 000 € sur un dossier. Ce n'est pas le cas sur la DAF certifiante. On va prendre en charge l'intégralité du coût pédagogique avec juste une limite, c'est qu'on aura un plafond de 15 € par heure de formation. Voilà, ça c'est le plafond. Pour l'instant, pas de prise en charge de frais annexes ni de rémunération, on est uniquement sur du coût pédagogique. Une petite info à avoir en tête, c'est le fait que l'OPCO demande à ce que les dossiers soient anticipés, soient envoyés tôt. Il est demandé un envoi des dossiers au minimum 1 mois avant le début de l'action et l'OPCO a pour consigne de refuser tous les dossiers qui seraient envoyés après le démarrage de l'action. Donc vraiment, là, il va falloir être vigilant à cela et c'est important de pouvoir anticiper. On est quand même sur des gros projets de formation qui nécessitent souvent de prévoir le remplacement du salarié, donc il y a quand même toute une organisation. Et il faut aussi, du coup, dans la demande de financement qui est faite à l'OPCO, anticiper au maximum, ce qui en plus vous permettra d'avoir une réponse avant le début de l'action et d'avoir la certitude que votre action sera bien prise en charge. Voilà pour la DAF certifiante. Dernière chose sur les dispositifs certifiants et sur la possibilité d'obtenir une nouvelle certification. On parlait de la VAE, la validation des acquis de l'expérience, qui est l'autre moyen pour obtenir une certification, où là, on ne va pas passer par la formation classique, on ne va pas passer par une séquence de formation au terme de laquelle on va obtenir une certification, mais au contraire, on va faire valider l'expérience qu'on a acquise au fil des ans pour valider, pour obtenir un nouveau diplôme. Donc la VAE, maintenant, ça commence à être bien connu, bien mobilisé. Et donc voilà, donc c'est le dispositif, l'autre dispositif qui permet d'accéder à un nouveau diplôme en justifiant pour un salarié, il devra faire un dossier qu'il devra ensuite soumettre à un jury et l'idée de ce dossier, ça va être de justifier que le salarié, il a bien les compétences qui sont rattachées à la certification qu'il souhaite
obtenir. Donc, on est vraiment dans la justification que oui, j'ai bien les compétences. Mon expérience pro m'a apporté les compétences nécessaires. Par ailleurs, j'ai complété ça avec de la formation qui m'a apporté telle compétence. Et donc, voilà, c'est l'idée générale de la VAE. Sur la VAE, on a deux financements possibles, notamment un financement mis en place par la branche, la DAF VAE. Et donc la DAF VAE, si vous êtes dans un projet co-construit employeur-salarié, l'employeur peut faire la demande à l'OPCO de faire financer l'action de VAE par une DAF VAE, avec là deux financements possibles. Une VAE simple. Une VAE simple, c'est lorsque on va chercher à financer uniquement l'accompagnement à la VAE. Généralement, la VAE, ça se fait avec un architecte accompagnateur de parcours qui va aider le salarié à faire son dossier. Donc, sur cet accompagnement, on a une prise en charge qui est au réel dans la limite de 3 000 €. Et on a un deuxième modalité de financement possible, c'est la démarche VAE mixte, où là, on va à la fois prendre en charge l'accompagnement par un architecte accompagnateur de parcours, mais aussi des heures de formation complémentaires, parce que souvent, dans le cadre d'une VAE, on se rend compte que sur telle ou telle compétence, j'ai besoin de me renforcer, et donc on identifie des besoins en formation à coupler en plus de l'accompagnement. Et donc, cette démarche VAE mixte, elle permet de financer jusqu'à 3 000 € l'accompagnement VAE, puis ensuite, on a jusqu'à 2 000 € pour financer des heures de formation supplémentaires pour le salarié. Autre mode de financement, le CPF, le compte personnel de formation. Donc là, à l'initiative du salarié, la DAF VAE, c'est à l'initiative de l'employeur qui doit faire sa demande auprès de l'OPCO. Le CPF, là, c'est à l'initiative du salarié, c'est bien un dispositif individuel. Et là, c'est le salarié qui doit faire sa demande de financement directement sur son espace Mon compte formation. Sur cette partie consacrée aux dispositifs à mobiliser auprès de l'OPCO, on va finir rapidement avec trois autres dispositifs. On va aller vite, mais on a parlé VAE, on a parlé donc de la prise en charge des salariés qui veulent passer par la VAE pour obtenir une certification. Mais lorsque on a un dossier de VAE, il y a un jury qui se tient et il faut qu'il y ait des personnes dans ce jury. Justement, on a mis en place un dispositif. Dans ces jurys, on retrouve des salariés et pour encourager la participation des salariés sur ces jurys, on a mis en place le dispositif frais de jury VAE examen. Concrètement, pour un salarié qui va participer à un jury sur son temps de travail, sa rémunération elle est maintenue par son employeur et donc la CPNEF propose que l'employeur puisse faire une demande de financement auprès de l'OPCO pour se faire rembourser le salaire chargé de son salarié dans une limite de 15 € par heure. Donc voilà, ça ne finance souvent pas l'intégralité de la rémunération, mais ça permet de donner un coup de pouce et d'encourager à la participation à ces jurys. Deuxième dispositif, lié à la formation des bénévoles. Les bénévoles qui sont au cœur de nos structures associatives dans la branche ALISFA et des bénévoles qui ont besoin de se former. Et bien justement, la CPNEF, elle a mis en place un dispositif formation des bénévoles réservé uniquement aux bénévoles dirigeants, donc les bénévoles qui sont membres des instances gouvernance, et uniquement pour des formations qui sont en lien direct avec leur mandat. Et donc, pour toutes ces formations-là, l'employeur peut faire une demande de financement qui portera uniquement sur les coûts pédagogiques. Et en termes de barème et de plafond, on est sur les mêmes barèmes que les dispositifs salariés DAF ou ACT, on va avoir les mêmes principes. C'est-à-dire que si on fait partir de 1 à 4 bénévoles de sa structure ou plus de 5 bénévoles, on va avoir les mêmes règles que sur les DAF. Idem sur les ACT, si on fait partir des bénévoles de sa structure avec des bénévoles d'autres structures du territoire. La seule différence, c'est qu'ici, il n'y aura que les coûts pédagogiques qui seront pris en charge, contrairement aux salariés, où là, on peut également avoir des frais annexes. Voilà, donc ça, c'est la deuxième chose. Et puis ensuite, des éléments en lien avec l'alternance, la prime tuteur d'abord, avec ce rappel, la convention collective, elle définit une obligation de verser une prime tuteur de 50 € bruts par mois à tout tuteur ou maître d'apprentissage dans les structures de la branche. Et auprès de l'OPCO, il est possible de solliciter le remboursement de cette prime
pour les contrats de professionnalisation. Alors, je devance l'éventuelle question. Pour les contrats d'apprentissage, malheureusement, ce n'est pas possible. C'était une volonté de la branche de le rendre possible, mais malheureusement, le cadre légal ne le permet pas. Et donc, cette mesure qui a été souhaitée par la branche a été censurée par le ministère du Travail. Donc, voilà, ce remboursement ne peut se faire que pour les contrats de professionnalisation. Autre chose, en lien avec l'alternance, l'obligation de former ses tuteurs et ses maîtres d'apprentissage. Il y a également une obligation dans la convention collective. Il y a des dispositifs qui permettent d'assurer la prise en charge de ces heures de formation. Donc, ne pas hésiter à les mobiliser. Il y a également des formations qui sont proposées au catalogue d'uniformation. On peut s'attarder à nouveau sur des spécificités en lien avec l'alternance, spécificités qui s'adressent aux structures situées dans les départements et régions d'outre-mer. Sur l'apprentissage, il y a une possibilité de prise en charge des frais de déplacement des apprentis dès lors que la formation n'est pas dispensée sur leur territoire. Alors, il y a des limites en termes de nombre de déplacements qui sont financés sur l'année. Mais en tout cas, il y a cette possibilité-là et n'hésitez pas, si le cas de figure se présente, à vous renseigner auprès de l'OPCO qui pourra vous donner toutes les infos. Et sur les contrats de professionnalisation, il y a des prises en charge plus favorables des coûts pédagogiques, puisque quand vous accueillez un salarié en contrat de professionnalisation, il va suivre sa formation et donc la prise en charge des coûts pédagogiques qui est de 18 € normalement, elle est rehaussée. On rajoute avec les fonds conventionnels 3 € de plus pour la porter à 21 € dans les départements et régions d'outre-mer. Donc voilà, deux spécificités. Nouvelle petite session de questions-réponses. Je refais appel à toi, Anna-Laura, savoir si Oui, nous avons reçu de nouvelles questions. Je suis là, Sébastien. Nous avons des questions. Effectivement, une question qui est arrivée à toute fin de la partie concernant les DAF. Après les 10 DAF financés pour les structures de 11 à 50 ETP, est-il possible de continuer à déposer d'autres DAF qui seraient financés si les fonds ne sont pas épuisés? Non, c'est un dispositif du coup par structure. Et du coup, une fois que le quota de DAF est atteint, il n'est plus possible de financer des actions. Après, par contre, il est possible de déposer d'autres dossiers, déjà de profiter du catalogue d'uniformation. Il est possible de déposer des DAF formations certifiantes. Il est possible de faire des ACT, mais il ne sera plus possible de déposer de DAF. Il faudra attendre l'année d'après pour pouvoir en déposer de nouvelles. Merci Sébastien. Autre question. La DAF VAE entre-t-elle dans les 10 DAF? Non. La réponse est rapide. Non, elle ne rentre pas dans les 10 DAF. Une autre question. Pour les frais de jury, certaines institutions proposent une gratification pour l'employeur en cas de participation de leurs salariés sur leur temps de travail à des jurys. Cette gratification ne couvrant pas l'entièreté des coûts du salaire, peut-on cumuler les aides de... Alors, ça a à peine coupé, mais je pense avoir compris la question. Alors, vous me l'apprenez. Je ne savais pas qu'il y avait des certificateurs qui proposaient de prendre en charge une partie de la rémunération des salariés. Dans l'absolu, rien n'empêche de cumuler les deux. Donc voilà, il y a également des certificateurs qui prennent en charge les frais annexes du salarié quand il se déplace à ces jurys. Et il est également prévu, mais ça, ce n'est pas les certificateurs qui prévoient ça, c'est la loi qui prévoit une gratification pour les salariés qui participent à ces jurys. Donc, le salarié qui participe au jury sur son temps de travail, son salaire est maintenu et en plus, lui-même a une gratification supplémentaire, ce qui est logique puisque lorsqu'on va participer à un jury, on est mobilisé sur le temps du jury, mais pas que. On a tout un travail préparatoire, on a tout un travail qu'il est normal de gratifier. Donc, il y a tous ces dispositifs-là qui peuvent se cumuler. Et donc, du coup, vous m'apprenez qu'on peut avoir également des certificateurs qui prennent en charge partiellement la rémunération du salarié. En l'occurrence, a priori, pas de raison qu'on ne puisse pas cumuler notre dispositif avec celui-là. Merci Sébastien. Simplement, nous avons un complément d'information qui concerne cette question. Le diplôme de JE propose cette gratification. Voilà. Ce diplôme de JE, d'accord. Merci beaucoup.
Alors, on a beaucoup parlé des dispositifs à mobiliser auprès de l'OPCO Uniformation. Maintenant, on va parler des dispositifs à mobiliser auprès de la CPNEF. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, je vais un peu esquisser. J'ai parlé des séminaires, j'ai dit que les séminaires, ils étaient financés par la CPNEF en direct parce qu'ils ne pouvaient pas être financés par l'OPCO. Parce qu'on n'a pas fait de point au début du webinaire, parce qu'on allait plus vite, mais sur les différents fonds qui finançaient la formation professionnelle. Et en l'occurrence, il y a des fonds qui sont gérés directement par l'OPCO, ce qu'on appelle les fonds conventionnels. Et pour qu'une action soit financée au titre de ces fonds conventionnels par l'OPCO, il faut qu'une action réponde à la définition légale de ce qu'est une action de formation. Donc, il faut que, voilà, que ce soit validé par Uniformation comme étant considéré comme une action de formation à proprement parler. Il y a d'autres types de fonds, notamment le dispositif emploi-formation, autrement appelé le 02, qui lui est piloté en direct par la CPNEF et qui nous permet de financer des dispositifs nous-mêmes, donc dans nos services, en l'occurrence par Laurie Brunoir, que vous allez voir juste après, et par Corinne Poteau, qui instruisent ces dossiers-là. Et donc, via ces fonds-là, on peut financer des dispositifs qui ne peuvent tout simplement pas être financés par l'OPCO sur les fonds conventionnels. Ces dispositifs sont les suivants. Il s'agit de l'APP, l'analyse de la pratique professionnelle. Il s'agit donc des colloques, conférences et séminaires. Et il s'agit des projets innovants. Donc, je vais vous présenter très rapidement ces dispositifs parce que je vois l'heure qui tourne extrêmement vite. Mais on va passer très rapidement sur ces dispositifs-là. Dans tous les cas, si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas à les poser maintenant ou à nous les poser plus tard dans le cadre de nos permanences téléphoniques. Ou dans le cadre de notre permanence mail à cpnef.com. N'hésitez surtout pas à nous solliciter. Et donc, on commence par le premier dispositif, l'analyse de la pratique professionnelle, donc pour toutes les actions d'analyse de la pratique qui sont très courantes dans les structures petite enfance et qui le sont de plus en plus dans les centres sociaux et dans les associations de développement social local. Et donc, la CPNEF, elle assure des prises en charge. Le principe global, c'est que chaque structure dispose d'un budget qu'elle peut mobiliser sur l'année, un budget qui va dépendre de sa taille salariale. Le budget n'est pas le même si on est moins de 50 ETP ou plus de 50 ETP, et un budget qui va dépendre du nombre de numéros SIRET qui appartiennent à la structure, donc avec un budget de 1 500 € par numéro SIRET. Ça, c'est pour la partie des actions d'analyse de la pratique à destination des salariés de la structure et plus précisément des salariés hors direction, parce que les directions sont des salariés aussi. Mais il y a un dispositif spécifique qui cible les directeurs. Alors, les directeurs, dès lors qu'ils participent à une action qui ne réunit que des directeurs. C'est-à-dire qu'un directeur peut très bien participer à une action avec ses équipes salariées. Et dans ce cas-là, on est sur le budget analyse de la pratique classique, entre guillemets. Et pour une action où un directeur va partir sur une action d'analyse de la pratique, notamment avec d'autres directeurs du territoire, la CPNEF a ouvert un petit budget supplémentaire de 300 € par an qui peut être mobilisé pour donner un coup de pouce au financement de ces actions-là. Donc voilà, des dispositifs à mobiliser en direct auprès de la CPNEF. On en a parlé juste avant, les séminaires, on y arrive. Les conférences, colloques et séminaires sont bien financés en direct par la CPNEF et sont bien financés avec deux dispositifs distincts. Le premier dispositif, c'est le cas de figure où vous envoyez des salariés ou des bénévoles sur une conférence, un colloque ou un séminaire. Vous inscrivez le salarié ou le bénévole, vous payez les frais d'inscription. Et ben, vous pouvez demander le remboursement de ces frais d'inscription à la CPNEF. Donc là, il y a un formulaire à remplir sur notre site. Laurie vous en parlera juste après. Deuxième modalité de financement sur les conférences, les colloques et les séminaires, la CPNEF, elle peut également venir en soutien des coûts d'organisation de ces événements-là. Il faut simplement que l'organisateur soit une structure de la branche LISFA et que l'événement soit à destination de salariés et ou de bénévoles de la branche LISFA.
Dans ce cas-là, vous pouvez déposer un dossier qui est en document PDF disponible sur le site alisfa.fr. Vous nous expliquez en quoi consiste l'événement, comment il va s'organiser, qui intervient lors de cet événement. Et la CPNEF va pouvoir participer à la prise en charge des frais, notamment des frais d'intervention, hein, donc pour l'intervenant qui vient participer à l'action, de ses frais annexes également, et également la CPNEF va pouvoir prendre en charge les frais de location de salle, par exemple. Donc voilà, la CPNEF peut participer au financement de ces événements-là, et vous pouvez déposer une demande qui sera ensuite instruite en CTP. C'est le CTP qui tranche, hein, il n'y a pas de critères prédéfinis. Donc vous déposez la demande et ensuite le CTP détermine si oui ou non il y a financement et selon à quel niveau il y a financement, est-ce qu'il y a prise en charge à 100% par rapport à ce qui nous est demandé, est-ce que la prise en charge est moindre. Les dates des prochains CTP, pour rappel, sont consultables sur notre site. Et enfin, un dernier dispositif, un dispositif qui est qui est plus complexe à appréhender, je dirais, les projets innovants qui permettent de financer tous les projets qui, d'une manière ou d'une autre, vont relever de l'innovation. Alors, ça peut être une innovation pédagogique, hein, des nouvelles pédagogies qui vont s'appliquer, qui vont parfois se combiner dans le cadre d'une action de formation, avec parfois des pédagogies qui peuvent sortir un peu du cadre de ce qui est potentiellement finançable via l'OPCO. On peut avoir des innovations thématiques, une toute nouvelle thématique qui émerge, un besoin très spécifique de se former sur cette thématique-là. On peut avoir des financements là-dessus. Encore une fois, ce sont des dossiers à nous adresser directement. Le dossier est disponible sur l'espace privé de la SPNEF. Laurie va en parler juste après. Et donc, l'idée, ça va être de justifier en quoi le projet il est innovant. Derrière, le CTP va faire passer le dossier, donc le comité technique paritaire. Je ne l'ai pas précisé, mais le comité technique paritaire, quand je dis ça, ce sont les partenaires sociaux qui siègent au sein du comité technique paritaire, donc les organisations syndicales de salariés et l'organisation employeur. Ce sont eux qui sont décisionnaires en la matière et ce sont eux qui vont dire oui ou non, ce dossier, on considère qu'il est innovant. Et si on considère qu'il est innovant, selon quelle modalité on va venir le soutenir et le financer. Voilà pour ces dispositifs à mobiliser directement auprès de la CPNEF. Et du coup, je vais laisser la parole à Laurie qui va vous expliquer comment déjà créer un compte sur notre site alisfa.fr pour avoir accès à l'espace privé du site alisfa.fr et pour pouvoir déposer des demandes de financement. Laurie, je te laisse la parole. Alors en effet, maintenant nous allons voir ensemble comment créer son espace privé sur alisfa.fr et comment naviguer sur notre espace privé. Alors pour commencer, il vous suffit de cliquer sur l'icône de profil près de la loupe, puis sur créer un compte dans le bandeau de connexion qui s'ouvre après avoir cliqué. Pour créer votre compte, vous avez principalement besoin de votre numéro ICOM et du numéro de SIRET rattaché à ce numéro ICOM sans les espaces. Après avoir tout renseigné, vous pouvez maintenant cliquer sur créer un compte. Donc vous arrivez sur l'étape 2 où vous arrivez sur votre fiche structure qui regroupe donc le nom, l'ICOM, l'adresse et le numéro de SIRET de votre structure. Pour le moment, seule l'adresse postale est modifiable. Donc si vous constatez une erreur sur votre numéro ICOM, ce qui peut arriver, ou sur votre numéro de SIRET ou la dénomination de votre structure, je vous invite à nous contacter par mail à l'adresse cpnef@cpnef.com en nous transmettant l'avis de situation INSEE qui indique cette modification. Donc après avoir tout contrôlé pour voir si toutes vos infos sont correctes, si vous avez plusieurs numéros de SIRET en étant multigestionnaire, vous pouvez également l'ajouter à cette partie-là. Et en bas, vous pouvez indiquer le contact à joindre dans le cadre des financements. On vous conseille d'indiquer une adresse nominative pour une question de confidentialité et pour pas que vous puissiez rater des mails de relance ou autre. Et on vous invite également à cocher la petite mention newsletter pour suivre les petites infos mensuelles ou autres de la CPNEF. Après avoir fait tout ça, vous pouvez encore cliquer sur créer le compte. Donc vous arrivez à la dernière étape,
La dernière étape, c'est un mail qui vous est envoyé pour initialiser votre mot de passe. Donc, ce mail peut arriver dans vos spams. Donc, je vous invite à vérifier si vous ne trouvez pas le mail dans votre boîte mail, de regarder dans les spams. Donc, après avoir initialisé votre mail, vous arrivez enfin sur votre espace privé qui regroupe plusieurs onglets. Donc, vous avez le premier onglet qui est votre structure, qui concerne votre fiche structure, votre profil qui concerne les informations du contact que vous avez indiqué lors de l'étape 2, vos demandes qui regroupent toutes les demandes envoyées à la CPNEF et celles en cours de saisie par votre structure, l'onglet Transmettre une demande qui regroupe tous les formulaires de financement du 02 et 2 onglets concernant l'observatoire pour les accords d'entreprise et le questionnaire annuel. Donc là, on va se focaliser sur les demandes de financement. Donc pour cela, vous allez devoir cliquer sur l'onglet Transmettre une demande et vous avez accès aux différents formulaires. Donc vous avez le formulaire d'APP classique et direction. Classique, c'est à destination des équipes. Les frais de remboursement à un colloque, une conférence ou un séminaire et les projets innovants. Alors, on vous invite à transmettre les dossiers complets dans les temps parce que si le dossier ne nous est pas envoyé dans les temps, vous pouvez avoir un refus du traitement de votre demande. Vous avez également sur le PowerPoint qui est en pièce jointe tous les documents à joindre pour les différentes demandes. Et on vous invite également à checker assez souvent votre espace privé parce qu'on vous envoie des mails pour les relances, pour les clôtures ou autres, sauf qu'on peut avoir des petits loupés. Donc n'hésitez pas à regarder plusieurs fois dans votre espace privé pour voir l'avancée de vos demandes, si elle est complète ou incomplète, validée ou clôturée. Et je redonne la parole à Sébastien. Merci beaucoup, Laurie. Et moi, je donne la parole à Anna-Laura. Anna-Laura, est-ce qu'on a reçu des questions? Merci pour cette transmission de parole. Oui, nous avons une question. C'est en lien avec la formation pour les bénévoles. Est-ce qu'une formation pour les bénévoles rentre dans les 7 DAF maxi par an? D'accord, ça ne rentre pas dans les 7 DAF, ce sont des DAF spécifiques qui sont comptabilisés autrement. Donc voilà, la réponse est non. Merci Sébastien. Autre question concernant l'APP. Le financement de l'analyse de la pratique peut-il être mobilisé pour de l'APP annuel obligatoire, par exemple en équipe en crèche? Oui, tout à fait. Il n'y a pas de limites qui ont été posées au financement via l'APP, donc les heures obligatoires dans les ESJE peuvent tout à fait être financées dans le cadre de ce dispositif. Ouais. Merci Sébastien, c'est tout pour cette session. Super, merci. Et du coup, on va pouvoir passer à la dernière partie. On est presque dans les temps, presque, mais pas totalement. Il nous reste 2 minutes. On va devoir prolonger à peine pour parler quand même des autres dispositifs hors OPCO et hors CPNEF, puisque on a donc parlé des dispositifs que vous devez solliciter auprès d'Uniformation, les dispositifs à demander directement auprès de nous. Et il y a d'autres dispositifs qui ne transitent ni par nous ni par l'OPCO. Ces dispositifs-là sont des dispositifs à l'initiative des salariés. C'est à eux de mobiliser ces dispositifs-là. Et on va parler de 3 dispositifs. On va en parler très rapidement. On va parler du CEP, du PTP et du CPF. Alors, le CEP, c'est le conseil en évolution professionnelle. Et ça, c'est un dispositif d'accompagnement qui est gratuit et personnalisé pour les salariés. Donc, un salarié qui se pose des questions sur son parcours professionnel, qui a une idée plus ou moins aboutie, mature dans sa tête sur son évolution, son parcours, peut solliciter un CEP. Il n'aura rien à débourser. Il faut qu'il trouve le bon opérateur de CEP. Pour ça, il peut se rendre sur le site mon-cep.org. L'opérateur va dépendre de sa situation. On n'a pas le même opérateur pour les salariés, pour les cadres, pour les salariés en situation de handicap. Donc voilà, on a des opérateurs différents, mais sur le site mon-cep.org, on rentre, on répond à quelques questions pour renseigner sa situation. On est mis en contact avec le bon opérateur de CEP. Et donc là, on a un opérateur qui va s'occuper de nous, qui est habilité par l'État pour dispenser le CEP. Et donc, on a un professionnel qui va accompagner le salarié dans son projet, l'aider à construire son projet, l'aider à identifier
quel parcours il peut envisager, quelle formation il doit faire pour mener à bien son projet. Donc, c'est un dispositif qui est un peu la pierre angulaire du système emploi-formation tel qu'il est conçu aujourd'hui et qui est vraiment très intéressant à mobiliser par tous les salariés, notamment dans le cadre, par exemple, de la préparation de son entretien professionnel qui doit être mené tous les 2 ans entre l'employeur et le salarié. Le salarié peut tout à fait solliciter le CEP pour l'aider à préparer son entretien professionnel, parce que quand on dit CEP, quand on dit parcours professionnel, etc., on peut être sur des projets de reconversion où on va changer de secteur, etc., mais on peut être tout simplement sur des projets où on souhaite rester dans son secteur, on souhaite rester dans sa structure et on souhaite savoir comment je peux aller, je peux changer, voilà, évoluer dans mon parcours. Le CEP, c'est un dispositif qui est particulièrement mobilisé dans les territoires ultramarins, d'après les chiffres de France Compétences. Donc voilà, c'est un dispositif particulièrement actif dans les territoires ultramarins. Les 2 autres dispositifs, le projet de transition professionnelle et le compte personnel de formation, sont de nature totalement différente, puisque là, on va pas être sur les dispositifs d'accompagnement pour les salariés, mais de financement. Le PTP et le CPF, c'est du financement pour financer une formation certifiante. Donc, on a parlé des formations certifiantes avant, on a parlé des DAF, formations certifiantes, on a parlé de la période de reconversion, qui sont des dispositifs à l'initiative de l'employeur. C'est l'employeur qui va faire les demandes de financement auprès de son OPCO. Pour le projet de transition professionnelle et le compte personnel de formation, on est sur également des projets de formation certifiante, mais cette fois-ci, c'est le salarié qui fait sa demande et qui gère son dossier à sa main. Le projet de transition professionnelle, c'est donc voilà, le dispositif qui permet au salarié de financer sa formation certifiante. Il va pouvoir éventuellement bénéficier d'un congé spécifique si son employeur est d'accord. Et on va avoir des prises en charge qui sont très intéressantes sur ce dispositif-là, puisque pourront être prises en charge à la fois les coûts pédagogiques, certains frais annexes et surtout la rémunération de façon totale ou partielle. C'est-à-dire que là, si le salarié il a l'accord de son employeur pour faire la formation sur son temps de travail, on peut avoir une prise en charge de la rémunération totale. Donc, ça peut être un dispositif très avantageux à la fois pour le salarié et pour l'employeur. Le principe, c'est de déposer un dossier à l'association Transition Pro de son territoire. Chaque territoire a son association Transition Pro et on a mis le lien de tous les sites Transition Pro dans les territoires ultramarins, donc les liens qui sont cliquables dans le support. Et donc, on dépose un dossier. Il y a des critères derrière qui sont publics et que vous pouvez consulter sur le site de votre Transition Pro. Des critères qui permettent d'apporter une notation au dossier. Donc, si le salarié a un diplôme de niveau 3, il aura tant de points. Si le salarié appartient à une structure, à une petite structure de moins de 50 salariés, il a tant de points, etc., etc. Et donc, ce système de notation permet déjà d'avoir une bonne idée de est-ce que mon dossier va être accordé ou pas. Et derrière, c'est donc l'association Transition Pro qui va déterminer si oui ou non il y a accord de financement, qui va largement se baser sur cette notation. Ce sont également des partenaires sociaux, c'est une instance paritaire, donc c'est des représentants d'organisations employeurs et des organisations de salariés qui déterminent ce qui sera pris en charge ou pas. C'est un dispositif très, très intéressant et sur lequel, voilà, n'hésitez pas à vous renseigner. Enfin, le CPF, c'est le dispositif le plus connu, le plus mobilisé, qui est le dispositif par lequel on peut acquérir tout au long de sa vie professionnelle un crédit en euros pour financer des actions de formation avec une alimentation à 500 € par an, 800 € dans certaines conditions pour les salariés n'ayant pas de qualification ou pour les salariés bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Et derrière, cette alimentation, ce crédit sur le CPF permet d'acheter des actions de formation. À noter quand même que le salarié qui mobilise son CPF pour acheter une action de formation devra verser une participation forfaitaire, c'est-à-dire que quel que soit le montant de l'action qu'il va acheter, il devra toujours verser la même somme. En l'occurrence, cette somme en 2026, elle est de 103,20 €.
Donc voilà, c'est quand même à savoir. Et autre chose à savoir, c'est que cette participation forfaitaire, elle n'est pas due si l'employeur cofinance, parce que l'employeur peut cofinancer une action sur le CPF, il peut abonder le CPF de son salarié parce que le salarié, par exemple, n'aurait pas assez de crédit sur son compte pour acheter une action de formation, parce que l'action de formation, elle a un intérêt pour le salarié, mais également pour la structure. Dans ce cas-là, on est dans une démarche co-construite et donc l'employeur peut venir cofinancer, rajouter de l'argent sur le CPF de son salarié pour permettre l'acquisition de la formation. Et dans ce cas de figure, la participation forfaitaire ne sera pas à verser. C'est à savoir. C'est également à savoir que sur le projet de transition professionnelle, l'employeur peut également cofinancer. C'est même quelque chose qui est encouragé puisque généralement, lorsque l'employeur cofinance une action sur le projet de transition professionnelle, ça attribue des points en plus et donc ça augmente les chances que le dossier soit pris en charge. Donc voilà, on a des dispositifs à la main du salarié, mais sur lesquels l'employeur peut intervenir et peut co-construire les choses avec son salarié. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces dispositifs-là, on en a parlé longuement lors du webinaire qui s'est tenu mardi, qui était à destination des salariés de la branche et sur lequel on est revenu plus en détail sur chacun de ces dispositifs. On en a fini avec l'ensemble des dispositifs. On va faire un dernier temps très court sur les ressources et outils disponibles, les ressources que la CPNMF à l'ISFA met à votre disposition, à commencer par le site internet de branche. Si vous ne le connaissez pas encore, je vous encourage vivement à aller sur www.alisfa.fr. C'est le site de branche. C'est là que ça se passe pour faire notamment les demandes de financement, créer son compte, son espace privé, faire les demandes de financement à solliciter auprès de la CPNEF. Tout ce que Laurie a expliqué, ça se passe sur ce site. Le portail unique de la branche, sur lequel vous allez retrouver toutes les informations en matière de politique emploi-formation, en matière de convention collective. La convention collective, à chaque fois qu'elle évolue, les évolutions sont reportées sur ce site. Vous aurez également toutes les informations en lien avec le haut degré de solidarité, qui est un dispositif qui permet d'obtenir des financements en lien avec la santé pour les employeurs, mais aussi pour les salariés. Il y a des dispositifs très intéressants là-dessus, donc n'hésitez pas à les consulter. Il y a une partie spécifique au degré de solidarité et il y a un webinaire qui avait été animé pour tout expliquer sur le sujet, donc n'hésitez pas à vous y rendre et à aller voir ça. Également sur le site internet de branche, la possibilité de s'inscrire à nos communications, et ça c'est important, pour recevoir toutes nos communications et pour être informé au plus proche de l'actualité. Inscrivez-vous à nos newsletters. Les employeurs peuvent créer leur espace privé, renseigner leur mail et, comme l'a précisé Laurie, bien cliquer sur la petite case qui dit que vous acceptez de recevoir nos communications. Et employeurs et salariés peuvent également s'inscrire directement via un formulaire dédié qui est tout en bas de la page d'accueil du site alisfa.fr. Vous allez tout en bas de la page d'accueil et il y a un petit lien, inscription à la newsletter, vous renseignez quelques informations et là, à partir de ce moment-là, vous recevrez nos newsletters. On encourage les employeurs à s'inscrire, c'est important, et également à mobiliser leurs salariés, à les informer et à leur dire que ça peut être utile pour eux, et également de s'inscrire puisqu'il y a parfois des communications qui sont à destination des salariés. Autre ressource qu'a priori, je pense que vous connaissez, le site d'Uniformation, donc notre opérateur de compétences, qui est une ressource également très importante pour les structures de la branche. Les pages LinkedIn, Facebook, donc les réseaux sociaux de branche qui ont été mis en place l'année dernière. Pareil, si vous voulez suivre nos actualités presque en direct, abonnez-vous, suivez-nous sur ces pages. Les pages, elles se nomment Alisfa, la branche professionnelle. Donc, suivez-nous, n'hésitez pas à relayer nos communications. Ensuite, nous avons tout un tas de communications en lien avec les dispositifs de financement, le tableau des règles 2026 qui a été joint dans les documents liés à ce webinaire, les brochures employeurs salariés qui vont arriver, une affiche à destination des salariés pour faire la promotion de la brochure à destination des salariés qui va être envoyée à tous les employeurs dans l'idée que les employeurs puissent accrocher cette affiche dans les structures pour faire circuler l'information. Une lettre d'information dédiée au financement 2026 avec un mot plus politique de la part de nos instances. Et enfin, sur le site internet, le kit de l'entretien professionnel pour vous aider à tout comprendre sur l'entretien professionnel et à les mener. Et puis,
en termes de ressources et outils, les outils en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Dans la rubrique métiers et parcours, vous avez accès à la cartographie dynamique des métiers et des compétences avec les métiers de la branche. Vous cliquez sur un métier, vous accédez au profil de ce métier-là, les évolutions possibles d'un métier à un autre, quelle passerelle, je suis sur ce métier-là, vers quel métier je peux aller, quelles sont les compétences que j'ai en commun, quelles sont les compétences que j'ai à acquérir pour aller sur ce métier-là. Donc cet outil, il a vraiment cette vocation-là pour les employeurs, pour identifier quelles peuvent être les trajectoires possibles pour les salariés de la structure, et puis pour les salariés, évidemment, pour leur propre parcours, anticiper, envisager des opportunités, des parcours professionnels. Et puis, troisième utilité de cet outil, c'est que ça permet de faire connaître les métiers de la branche et les compétences spécifiques qui sont attendues sur chacun des métiers. Un dernier mot sur ces outils-là. Nous aurons prochainement la publication de fiches métiers sur chacun des métiers. Là, ça va arriver très vite. C'est en cours de finalisation. Et donc, des fiches métiers qui vont permettre de représenter rapidement chaque métier pour vraiment tout connaître de ce métier-là, et également des fiches métiers qui donnent la parole aux salariés qui exercent vraiment ces métiers-là pour leur donner la parole et qu'ils puissent dire pour eux ce que représente leur métier et le sens qu'ils trouvent à effectuer ce métier. On en a fini avec les ressources et outils disponibles. On en a même fini avec le contenu de ce webinaire et une dernière petite session de questions-réponses si jamais il y avait des questions qui seraient venues entre-temps et des dernières questions donc auxquelles il faudrait apporter une réponse. Oui, une question concernant les colloques. Le financement colloque séminaire prend-il en charge les déplacements du colloque en France hexagonale? Alors, dans le cadre des remboursements des frais d'inscription, non, on prend en charge uniquement les frais d'inscription à ce colloque et là, il n'y a pas de prise en charge sur les frais annexes. C'était tout pour les sessions de questions-réponses. Merci Ok. Sébastien. Eh ben, merci beaucoup Anna-Laura. Merci beaucoup à vous qui avez participé à ce temps de webinaire. Merci beaucoup à Laurie. Et voilà, c'était très instructif. Donc, on est content d'avoir pu faire ce webinaire ensemble. S'il y a des problématiques spécifiques à vos territoires, encore une fois, n'hésitez pas à nous les faire remonter, alors soit en direct, soit par l'intermédiaire de votre conseiller uniformation, parce que voilà, les dispositifs, quand ils s'adaptent dans les territoires ultramarins, ça part toujours d'un dossier sur lequel il y a eu un blocage et sur lequel derrière il y a eu une décision qui va potentiellement pouvoir être prise de débloquer les choses. Donc, n'hésitez surtout pas à nous faire remonter vos problématiques. Et donc, je remercie une nouvelle fois Anna-Laura pour l'organisation de tous ces temps de webinaire et pour l'animation de ce webinaire, et Laurie Brunoir pour la participation et son animation sur les dispositifs du 02. Merci à toi aussi Sébastien. Au revoir, bonne journée ou bonne soirée.